À l'origine, je voulais devenir peintre, mais rapidement, la photographie m'a de plus en plus fasciné. C'était encore les années 60 et j'avais l'impression que j'y trouverais ma place. Je visitais de nombreux musées, notamment le Prado. L'impact et la beauté des tableaux de Bruegel, de Manet ou de Velázquez m'ont profondément marqué et m'ont permis de comprendre ce qui se passait dans l'art contemporain. Alors, je me suis dit que la photographie pouvait être plus grande et en couleur, qu'elle devait adopter l'échelle du corps humain et donc celle de la peinture. Mais bien entendu, cela impliquait de réaliser des épreuves photographiques dans un plus grand format, de 2 mètres sur 3 ou 3 mètres sur 4 ou autour de ces dimensions. Il s'agissait de faire des photos qui pouvaient être accrochées au mur comme n'importe quel tableau et qui pouvaient non pas imiter la peinture mais créer un lien avec elle et avoir un sens. La photographie prétend toujours ou a traditionnellement prétendu représenter le réel, mais beaucoup de gens se sont demandé si elle nous montre jamais la vérité. Dès le début, je me suis dit que mon travail se composerait de démarches distinctes, mais que toutes s'articuleraient autour de cette idée de référence à la vérité. J'avais d'abord des images artificielles, sans rapport avec aucune vérité. J'avais ensuite des photos plus conventionnelles, comme les paysages qui sont fidèles à la réalité, comme n'importe quelle image de l'histoire de la photographie. Et au milieu, il y avait mes images que j'appelle cinématographiques, avec des mises en scène plus ou moins fictives, comme dans n'importe quel film. J'ai essayé de perfectionner chacune de ces voies en alternant de l'une à l'autre. Pour moi, les toiles de Manet ou de Delacroix ont quelque chose de très contemporain. Mes premières images, comme La chambre détruite, sont nées d'une redécouverte de l'art du XIXe siècle. Cette image a été faite en réaction à ce que j'avais ressenti devant la toile de Delacroix, La mort de Sardanapale, que j'avais revue quelques années auparavant et dont je me suis inspiré pour composer ma photo. Cette petite pièce tout entière a été fabriquée dans un studio et de manière très rudimentaire. C'était seulement un assemblage quelconque qui signalerait la présence d'une pièce, mais par la porte, on peut voir que ce n'est qu'un décor soutenu par des supports et qu'en fait, ce n'est la maison de personne. Par la fenêtre, on voit les fenêtres même de l'immeuble où se trouve le décor. Tout cela amplifiait le caractère totalement artificiel du projet et créait un rapport avec le terrible spectacle de la violence contemporaine. C'était dans les années 70, et le concept de scénographie appliqué à la photographie, mais réalisé ici de façon très rudimentaire, apparaissait comme une nouvelle ouverture artistique. Quand je me suis dit que j'allais travailler en couleur, les images publicitaires illuminées que l'on voit dans les aéroports et ailleurs me sont revenues à l'esprit. C'est une technologie très courante, un produit industriel très banal en fait. Pour toutes ces raisons et parce que ce support n'avait jamais été vraiment exploité comme moyen esthétique, j'ai pensé que je devrais m'en servir et que cela pourrait ouvrir de nouveaux horizons. C'était aussi un excellent support pour travailler sur de grands formats. Voilà donc la principale raison qui m'a poussé à vouloir utiliser ce principe de caisson lumineux. La photo est un film transparent, semblable à une diapositive. On applique un tissu blanc derrière la photo pour qu'on ne voit rien au travers et on dispose des lampes au fond de la boîte. Ces lumières éclairent le tissu blanc et donc la photo. Finalement, vous ne voyez que cette image illuminée. La plupart du temps, je réalise mes images en utilisant des acteurs pour retrouver ce que les peintres faisaient, qui était de collaborer avec leurs modèles.
Donc beaucoup de mes images donnent l'impression qu'on a sous les yeux le résultat d'un spectacle. Je pense qu'il est plus intéressant de regarder l'image en tant que représentation et non pour l'événement qu'elle décrit. Le journaliste rend compte d'un événement, tandis que l'artiste transmet la représentation de l'événement. Je pense que toutes les images fonctionnent sur une sorte de jeu entre deux possibilités. Le fait qu'il s'agisse soit simplement d'un fragment, soit d'un microcosme. De plus en plus, je trouve que les images devraient aussi préserver une certaine invisibilité des choses. C'est qu'il est possible de faire une image qui contienne à la fois ce qu'elle montre et ce qu'elle exclut. L'image la plus évidente dans laquelle l'idée de l'invisible ou de la disparition est très présente, c'est probablement Restauration, pour la simple raison que cette image était conçue pour être réalisée avec un appareil photo panoramique équipé d'un objectif mobile. Et j'ai réglé l'appareil de façon à ce qu'il prenne 180 degrés sur un espace de 360 degrés parce que le bâtiment est circulaire. L'image en montre exactement la moitié, pas 179 degrés, mais 180. Il y a donc une partie qui disparaît derrière les limites de l'image. L'exclusion de l'espace derrière l'appareil est ainsi mesurée de manière plus précise qu'elle ne l'a jamais été dans aucune autre de mes images. Voilà un bon exemple technique d'image qui inclut, de par sa structure, l'espace exclu. Et il y a une femme qui regarde vers cette partie de l'image que vous ne voyez pas, afin de légèrement accentuer l'idée qu'il y a un espace à l'extérieur. J'ai su, dès 1983 ou 1984, que l'image numérique n'allait pas tarder à s'imposer et que cela m'intéresserait. Finalement, une nouvelle porte s'est ouverte, c'était l'idée du photomontage. Conversation de troupes mortes est la deuxième photo que j'ai faite en me servant de la technologie numérique. Je voulais faire une photo dans laquelle des soldats tués au combat se réveilleraient dans une sorte de fantasmagorie et continueraient leur conversation. J'ai trouvé cette idée d'un dialogue des morts absolument fascinante. La guerre en Afghanistan se déroulait à ce moment-là. J'ai donc décidé de mettre en scène une patrouille soviétique en Afghanistan. J'ai dû construire cette image de toutes pièces. Il m'a fallu trouver un grand studio, construire une énorme structure, puis la recouvrir de terre et imiter fidèlement le relief montagneux de l'Afghanistan. Ensuite, il y avait la nature de l'événement qui était le réveil des soldats. Et j'ai vraiment eu à composer de la même façon qu'un peintre composerait une toile. J'ai photographié scène par scène. Je faisais venir un acteur dans le studio et je me concentrais uniquement sur lui. Ou parfois deux acteurs, comme ces deux-là. Toutes les parties ont été scannées et transformées en informations numériques. Elles ont toutes été assemblées dans mon studio informatique. Évidemment, avec ce genre de montage, on ne voit aucun raccord. Ainsi, l'illusion est parfaite. Ce type, par exemple, est en état de rage, de panique, de désespoir. Et l'autre à côté de lui est simplement en train de contempler sa panique. Et ce jeune homme, qui est très gravement blessé, incarne le personnage principal, le narrateur en quelque sorte. Il essaye de dire quelque chose. Il parle à son capitaine qui est simplement en train de le contempler de très loin, comme si la question venait de l'infini. Ces trois personnages plus hauts sont en train de faire les clowns. C'est une comédie façon grand guignol que j'ai tenu à ajouter parce que je ne voulais pas que l'image soit trop sérieuse. Trop de sérieux aurait fini par faire pompeux.
Je voulais avoir quelque chose de grotesque, mais aussi de très exact. Et je pense que mon travail a cette nature grotesque depuis mes tout débuts. Le grotesque a aussi quelque chose à voir avec ce que j'appelle le spectral. Autrement dit, on a des spectres, des fantômes, des personnages imaginaires qui coexistent également avec des personnes réelles. Et le grotesque est une phase de cette coexistence. Quand je fais des photos, j'utilise parfois la vidéo pour faire répéter les acteurs, pour définir les positions de base et la relation entre les mouvements qu'ils doivent faire, ou encore pour pointer l'endroit précis où je veux les photographier. C'est un moyen très utile pour établir la relation entre le mouvement et l'immobilité, parce que toutes les photos que je fais impliquent le mouvement. Et je veux être capable d'une façon ou d'une autre de prévoir et de contrôler tous les aspects de ce mouvement. Ready, set, action. Ready, set, action. Je crois que l'idée selon laquelle un artiste exprime un point de vue n'est peut-être pas entièrement vraie. Nietzsche a dit que le vrai dramaturge parle au travers de nombreux masques et qu'il n'a pas nécessairement de point de vue. J'aime l'idée de créer des personnages qui ne personnifient pas mon point de vue, mais que j'ai réussi à rendre visibles, comme si chacun d'eux disposait d'une sorte d'existence autonome, bien différenciée de ce que moi-même je pense. Dans Images pour femmes et dans toutes mes photos d'une certaine taille, l'image doit être tirée sur deux morceaux de pellicule distincts. Et les deux parties de pellicule sont assemblées en général avec du scotch transparent. À l'endroit de la jointure, ils se chevauchent légèrement, et ça crée une ligne, presque une ligne noire. Et cette jointure entre les deux images ramène à nouveau le regard sur la surface et crée une dialectique entre la profondeur et la surface plane, dialectique que j'ai apprise dans la peinture et que j'ai toujours appréciée. Je me demande toujours où la coupure devrait apparaître, en quoi elle est en rapport avec l'ensemble de l'image. Parfois je la dissimule, parfois non. Par exemple, dans une rafale soudaine de vent, que j'ai faite bien plus tard, le sujet de l'image est le ciel, avec toutes ces feuilles de journaux qui s'envolent. Mais la ligne de couture doit passer à travers le ciel, ce qui fait une interruption très laide, avec une ligne noire horizontale qui coupe ce ciel magnifique. Mais ça me plaît. L'art moderne, Picasso et tous les autres nous apprennent qu'un instant de laideur est toujours important. J'ai donc appris à aimer ces limites matérielles. On en a besoin.